Alors, donc le théâtre, le désir dans le théâtre de Camus, héritage du siècle d'or. Le théâtre sert naturellement les grands sentiments, simples et ardents, autour desquels tourne le destin de l'homme, amour, désir, ambition, religion. Le théâtre de l'équipe demandera aux œuvres la vérité et la simplicité, la violence dans les sentiments et la cruauté dans l'action. Ainsi se tournera-t-il vers les époques où l'amour de la vie se mêlait au désespoir de vivre. La Grèce antique, Échille, Aristophane, l'Angleterre élisabéthaine, Forster, Marlowe, Shakespeare, l'Espagne, Fernando d'Arroras, Calderón, Cervantes, l'Amérique, Faulkner, Caldwell, notre littérature contemporaine, Claudel, Malraux. L'Espagne est ma seconde patrie par le sang. Et dans cette Europe avare, dans ce Paris où on tient la passion pour une idée ridicule, la moitié de mon sang souffre de l'exil qui lui est imposé depuis 7 ans, et il aspire à recouvrer la seule terre où je me sente en accord avec moi-même, le seul pays où l'on sait vivre une existence supérieure à l'amour de vivre et au désespoir de vivre. Vous aurez reconnu ces 2 citations de Camus. La première est extraite du manifeste du théâtre de l'équipe, troupe qui succéda au théâtre du travail suite à la rupture de Camus avec le Parti communiste. Et ce manifeste a été rédigé le 21 janvier 1939. La seconde est un passage d'un texte intitulé « L'Espagne continue d'être pour nous une plaie ». Ainsi, lorsqu'en 1953 et en 1957, Camus accepte de travailler pour les festivals d'Angers à 2 adaptations théâtrales d'œuvres du siècle d'or, donc La Dévotion à la Croix et Le Chevalier d'Olmedo, cela lui permet de lier 2 amours profondes, celui du théâtre et celui de l'Espagne. Les représentations qui ont lieu en plein air et au mois de juin lui offrent en outre la possibilité d'un travail bien différent de celui qu'il peut faire sur une scène théâtrale parisienne, par exemple. Le plein air semble s'accorder parfaitement avec la quête d'une ardeur démesurée, car il amplifie véritablement tout effet scénique. Par ailleurs, on le voit, dès que Camus écrit le manifeste du théâtre de l'équipe en 1939, il allie résolument le désir au théâtre. Ou du moins, il rappelle que le genre qu'il considère comme le plus haut serait au service de ce grand sentiment simple et ardent. Le théâtre, tel que le conçoit Camus, doit s'entendre comme la représentation du destin de l'homme, comme sa mise en scène. C'est un théâtre de la démesure et de la passion, un théâtre nourri de grandeur que Camus appelle de ses vœux dès ses premiers pas de metteur en scène et d'auteur. Ainsi, interrogé en 1958 pour Paris Théâtre, il répond « Notre époque a sa grandeur qui peut être celle de notre théâtre, mais à la condition que nous mettions sur scène de grandes actions où tous puissent se retrouver, que la générosité soit en lutte avec le désespoir, que s'y affrontent, comme dans toute vraie tragédie, des forces égales en raison et en malheur, que batte enfin sur nos scènes le vrai cœur de l'époque, espérant et déchiré. » Camus souhaitait en effet apporter à son époque le renouvellement théâtral. Il était à la recherche d'une tragédie nouvelle. Et cette quête passait par le retour à la source, un retour aux sources desquelles il fut toujours fidèle. Je pense ici bien sûr à Shakespeare, au théâtre du siècle d'or que l'on a cité assez souvent depuis ce matin. Le théâtre auquel Camus aspire se nourrit du théâtre du passé pour insuffler un souffle nouveau à celui du présent. Et c'est d'ailleurs ce qu'il précise dans l'avant-propos du Chevalier d'Olmedo. Dans notre Europe de cendres, Lope de Vega et le théâtre espagnol peuvent apporter aujourd'hui leur inépuisable lumière, leur insolite jeunesse, nous aider à retrouver sur nos scènes l'esprit de grandeur pour servir enfin l'avenir véritable de notre théâtre. C'est donc bien en revenant à ses propres textes fondateurs que Camus peut travailler sur sa quête d'une tragédie nouvelle. Si l'on reprend les termes du manifeste du théâtre de l'équipe, on constate que le désir est présenté comme l'un des sentiments essentiels du théâtre. Mais qu'entend Camus lorsqu'il écrit que le théâtre sert naturellement les grands sentiments? Est-ce à dire que son théâtre met en scène ces sentiments pour les rappeler au public dans une sorte de catharsis nécessaire? Représenter le désir serait-il une façon, pour Camus, de mettre en garde les spectateurs contre les dangers de ces dérèglements? Ou bien est-ce au contraire une sorte d'hommage rendu à la force et à l'ardeur de ce sentiment en des temps tièdes et sans passion? Ce sont ces questions donc qui m'ont poussé à m'interroger sur la présence du désir dans les textes théâtraux de Camus. Comment l'audace du désir humain est-elle présentée? Quelle est finalement sa fonction au sein du théâtre de Camus? Alors j'aimerais commencer par tenter de vous donner une définition du désir afin de voir comment il se déploie dans quelques pièces de Camus. L'étymologie du mot reste incertaine. Formé à partir du latin desideratio, on constate qu'il y a un lien avec le ciel ou la constellation. Formé à partir de sidus,
c'est-à-dire la constellation d'étoiles, le mot latin qui a donné désir en français relèverait de l'ancienne langue des augures, ces prêtres qui interprétaient les phénomènes naturels comme des présages. Le terme aurait donc signifié à l'origine « cesser de contempler le ciel étoilé ». C'est très joli comme définition, et ce avec une nuance de regret ou de nostalgie. Ainsi, être en proie au désir, ce serait donc manquer douloureusement d'un objet merveilleux et éventuellement inaccessible. Désirer, c'est à la fois manquer d'un objet bien précis, dont on pense qu'il pourrait satisfaire le désir, et subsister à distance de lui, indépendamment de lui. Le désir peut n'être pas satisfait sans que le sujet ne meure, mais sans non plus que le désir ne disparaisse. En revanche, et c'est ce qui se produit dans une relation amoureuse, passionnée et charnelle, la satisfaction du désir peut rendre le sujet toujours plus dépendant ou plus préoccupé de l'objet de son désir, et loin de l'éteindre, attiser encore l'ardeur de ce désir. Dans ce cas, la satisfaction ne supprime pas le manque, mais le renforce et le précise, parce que désormais on sait de quoi l'on manque. D'autre part, pour mieux cerner cette notion de désir, on l'oppose généralement au besoin. Un besoin commun à tous les êtres vivants, tel que celui de respirer, de s'alimenter ou de dormir. On peut se demander si cette opposition signifie que les besoins sont d'ordre strictement matériel, tandis que le désir serait plus raffiné, voire de nature plus spirituelle. On peut donc établir sans se tromper que l'homme serait soumis à deux expériences du manque. D'un côté les besoins, naturels, vitaux, et de l'autre le désir, plus vague, plus éthéré, et dont la satisfaction peut être différée, voire même sacrifiée. Pour le dire autrement, il y aurait d'un côté la vie et ses exigences incontournables, et de l'autre l'âme, sa délicatesse, ses sentiments élevés, sa capacité à faire de la souffrance le ferment d'une rêverie profonde. En somme, d'un côté la finitude, de l'autre l'aspiration à l'infini. Or, qui mieux que Caligula pourrait incarner cette aspiration à l'infini? En effet, c'est sa rencontre avec la mort, avec la perte de l'être aimé, sa sœur amante Drusilla, qui va provoquer chez le jeune homme le désir d'impossible, précédé d'un sentiment de vide. Le vide le submerge ainsi tellement que la pièce s'ouvre sur son absence, ou plutôt sur la présence de sa désertion. Toujours rien. Rien le matin, rien le soir. Rien depuis 3 jours. Les courriers partent, les courriers reviennent, ils secouent la tête et disent « rien ». Toute la campagne est battue, il n'y a rien à faire. Ainsi s'expriment, dès les premières minutes de la pièce, les patriciens, désappointés, perdus, livrés à eux-mêmes et à leurs suppositions mesquines et dérisoires. La morsure du manque est encore soulignée, accentuée par Camus au début de la scène 3, car avant même que Caligula ne fasse son apparition, on a une didascalie qui nous indique que la scène reste vide quelques secondes. Et tout l'art de Camus est là, dans ce temps suspendu. Caligula vient de faire l'expérience du néant, tout s'est effondré pour lui, et son destin a basculé, et Camus représente ça, représente l'absence et le vide. Et c'est alors que son désir va éclater, le désir de Caligula. Il veut la lune, parce que c'est une des choses qu'il n'a pas. Mais je ne suis pas fou, dit-il à Hélicon, et même je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses, telles qu'elles sont, ne me semblent pas satisfaisantes. Caligula, dès son entrée en scène, à son retour de ses 3 jours d'errance, fait part de son expérience. Il vient de constater que le monde s'oppose à son désir de vivre, à son désir absolu de vie et d'amour. Ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable, et j'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. Et c'est alors qu'il va chercher l'impossible, que sa quête va prendre la forme d'un déchaînement violent, douloureux et destructeur. Tout autour de moi est mensonge, et moi, je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité, car je sais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont privés de la connaissance, et il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. S'il te plaît, aide-moi désormais. Aide-moi à l'impossible. Ainsi, si l'on revient à ma définition, on constate que le désir peut parfois acquérir le statut d'exigence impérieuse et donc rejoindre l'idée de besoin. Et c'est bien le cas de Caligula qui dit bien avoir besoin de la lune, ou du bonheur, ou de quelque chose qui ne soit pas de ce monde. Nous sommes bien ici face à la mise en scène d'une passion, d'une ardente passion, mais d'une passion de l'impossible. C'est en effet ainsi que dans la préface à l'édition américaine de Caligula et 3 autres pièces que Camus évoquait son projet. Il expliquait que c'est en créant Caligula que c'est la passion de l'impossible qu'il souhaitait montrer dans sa fureur
pour en illustrer les ravages et pour en faire éclater l'échec. Pourtant, le désir n'est pas du même ordre que le besoin. D'une part, le désir est orienté vers un objet bien précis. D'autre part, la tension liée au sentiment d'un manque et dont la prise de conscience semble constitutive du désir ne disparaît pas une fois la satisfaction atteinte. Le désir ne s'assouvit que pour renaître, plus fort encore de s'être éprouvé comme réel, voire partagé. Le désir semble alors insatiable. Enfin, lorsqu'un désir devient exclusif, il peut s'emparer d'un sujet et régir son existence. Suivant les formes qu'il prend, le désir peut condamner sa victime au ridicule ou à l'avilissement. C'est le cas par exemple du désir d'accumulation d'harpagon dans l'Avare. Ou bien il peut au contraire conférer à son existence une grandeur tragique. Et là je pense par exemple à Phèdre et à son désir incestueux pour Hippolyte. Pour aller dans le sens de la première citation que je vous ai livrée en commençant, on pourrait en effet dire que toutes les pièces de Camus mettent en scène ce motif du désir. Caligula n'est en effet pas le seul être confronté à ce sentiment dévorant et dévastateur. Le malentendu, par exemple, nous propose également une variation sur ce thème. Jeanne, de retour chez lui, tente de retrouver sa mère et sa sœur, mais il désire avant qu'elles le reconnaissent. Ainsi va-t-il descendre dans l'auberge qu'elles tiennent, toutes les deux, sans donner son identité, et malheureusement son désir va se heurter au désir des deux femmes qui, elles, afin de quitter le village pour vivre heureuses au soleil, tuent les voyageurs solitaires. Donc le désir de l'un va rencontrer le désir des deux autres, entraînant ainsi la mort et le désespoir. Car le désir est une force toute puissante. Et c'est bien cette idée que l'on retrouve chez Calderon, qui nous offre dans ses pièces le spectacle d'hommes en proie au déchaînement de leur passion. Comme le héros camusien, le héros caldéronien offre lui aussi un exemple du déchaînement sans borne de la violence lorsque son désir est confronté à des limites. Un désir qui peut même s'exalter devant l'opposition qui lui est faite. Par exemple, Eusébio, dans la dévotion à la croix, lance à Julia qui lui résiste « Plus grande est ta défense et plus grand est mon désir ». Ou Sigismond, dans La vie est un songe, qui jette par la fenêtre celui qui tente de modérer ses désirs. C'est Eusébio encore qui déclare « En moi se rejoignent deux excès extrêmes qui sont la violence et le plaisir, c'est-à-dire la quête de son désir et son plaisir ». Cela fait dire à Didier Souillet, dans Calderon ou le Grand Théâtre du Monde, que le dramaturge a trouvé dans son œuvre une unité et une logique, celle de la toute-puissance du désir et de la libido au sens large. Ce sont bien la monstruosité et la démesure qui caractérisent le héros caldéronien. Ces pièces montrent que la bête est en chaque homme et qu'elle peut engendrer le déchaînement de la jalousie et la recherche de la vengeance de l'honneur. C'est le cas du chevalier d'Olmedo, qui montre deux hommes en proie à un désir ardent pour Doña Inès. Mais l'un n'est habité que par l'honneur et la bravoure, tandis que seule la jalousie motive l'autre. Ainsi, Don Alonso sauve-t-il Don Rodrigo, pensant, grâce à ce geste noble, annuler toute jalousie. Une pareille dette oblige, je le cite, à jamais un chevalier de sa naissance, et j'espère au contraire qu'à partir d'aujourd'hui, elle doit consacrer notre amitié dans Médina. L'ingratitude ne vit que parmi les vilains, un sang noble l'ignore. De toutes les actions viles que couvre la bassesse des hommes, la pire de toutes n'est-elle pas de rendre le mal pour le bien, se demande celui qu'on nomme le chevalier d'Olmedo. Mais si son désir le grandit et lui permet d'accéder à tous les honneurs, si l'amour le porte, comme le constate amèrement son rival, Don Rodrigo, il n'en va pas de même pour celui-ci que l'indifférence d'Inès accable. Et son désir va alors le pousser à la bassesse et au crime par vengeance et par jalousie. Le désir éclate ici dans sa volonté de destruction. Donc on le voit, le désir peut comporter des facettes troubles ou en tout cas négatives. Ainsi, malgré son amour absolu pour Julia, celui d'Eusébio en est un autre exemple. Puisque le désir qu'il va éprouver pour la jeune fille est parfois trouble puisqu'il semble décuplé à la vue de la robe de religieuse que Julia a revêtue. L'humilité de cette robe ajoute encore à sa perfection. Et sous cette bure, sa beauté que je convoite honteusement produit en moi le plus violent effet. Mon amour s'excite en même temps du désir que je porte à son corps et du respect que m'inspire sa robe. Alors, volonté de braver l'interdit ou réaction désespérée face à la religion qui lui ravit désormais Julia, les deux sans doute, mais c'est aussi l'affirmation du choix du mal, puisque la voie de l'amour lui est désormais interdite. Mais comme Caligula, Eusébio choisit la voie qui n'est pas la bonne. Et ceci est annoncé au moment même où il va vanter la force et l'audace engendrées par son amour.
J'escaladerai le ciel jusqu'au soleil lui-même. L'amour enseigne l'audace et la force. Et là, Eusébio va même jusqu'à se comparer à Icare et Phaéton, deux personnages certes ambitieux et volontaires, mais surtout symboliques de l'échec de leurs actions. Alors, dès la 3e journée, c'est au tour de Julia d'être totalement habitée par la force de son désir. Elle n'est en effet plus alors qu'une femme qui court après ce désir. Tes mépris et ma honte, et pour que tu apprennes qu'une femme qui court après son désir est plus rapide que la flèche, plus brûlante que la balle et plus soudaine que l'éclair, entends quels furent mes crimes jusqu'à présent, et sache que non seulement j'ai pris plaisir à ces forfaits, mais que je tirerai encore une jouissance du récit qui va les faire revivre. Alors on note ici la succession de comparatifs, et surtout l'accumulation en forme de gradation qui souligne la force, la fulgurance et la profondeur du désir de Julia. Elle n'est désormais plus qu'un être de désir, une force agissante, poussée par son seul désir. Et pourtant, en dépit de cette force, l'amour des deux personnages, de Julia et d'Eusébio, est condamné. Puisqu'à la fin de la 2e journée de la dévotion à la croix, Eusébio apparaît comme une victime du destin, parce qu'il est devenu brigand malgré lui, en raison notamment des événements qui l'ont opposé à Lizardo. Puisqu'une destinée sans merci a fait de moi un chef de brigand, mes crimes seront démesurés, comme ma peine est sans limite. Puisqu'on ne me laisse d'autre pain que celui du malheur, aucun voyageur ne passera ici sans le payer de sa fortune et de sa vie. On peut avancer que se placer en victime du destin est une façon de s'opposer à l'idée de désir. Si l'on considère en effet le désir comme une force agissante, il devrait permettre de s'opposer au destin. Or, Eusébio, là, se place en victime. Et Eusébio veut aller enlever Julia. Et la force du désir qu'elle lui inspire est la marque de l'amour absolu qu'il éprouve pour elle, mais elle est aussi la marque de sa condamnation. Puisque les plus terribles châtiments, dit-il, ne me feront pas reculer. Pour jouir de sa beauté, l'amour qui me réduit à la force m'oblige à violer le cloître et me rend sacrilège. Je désespère de tout, et si même l'amour ne me contraignait à tant de forfaits, je les accomplirais encore pour la seule joie du crime. Eusébio est à ce moment-là, et nous sommes dans la 2e journée, totalement désespéré et plus rien n'a d'importance. Il est la proie de deux forces immenses, son amour, sa passion pour Julia, mais également sa situation de brigand. Il est désormais hors la loi. Et pour plagier Karamazov, Eusébio pourrait dire « Si Julia n'existe plus, si Julia n'existe pas, alors tout est permis », puisqu'il va basculer dans le mal absolu. Rien ne semble pouvoir contrer le désir d'Eusébio. Même son désespoir va se muer en force pour posséder la femme qu'il aime. Car au moment où il apprend l'entrée au couvent de la jeune fille, tout espoir le quitte, sans cependant arrêter sa quête. Jusqu'à ce que j'ai connu ton entrée au couvent, j'ai souffert sans cesser d'espérer. Mais lorsque j'ai su que ta beauté était perdue pour moi, j'ai foulé aux pieds le respect dû aux choses saintes et j'ai violé la loi du cloître. La force et le désir me jettent à toutes les folies. Son désir, son amour, son espoir semblent un instant se heurter aux portes du cloître, mais c'est finalement pour mieux renaître immédiatement, puisque toute force contraire ne fait au contraire qu'exacerber son désir. Plus tu te défends et plus mon désir grandit. Non, Julia, j'ai franchi les murs de ce couvent, je t'ai vue maintenant, et ce n'est plus l'amour qui brûle en moi, mais une force plus sombre. Cède à mon désir, ou je dirais que c'est toi qui m'as appelé et qui me tiens enfermée dans ta cellule depuis plusieurs jours. Le désir pour Julia se matine de volonté farouche de la posséder, et là on voit que le désir va devenir sensuel. Je jouirai de ta beauté, Julia, même si le ciel voulait la défendre. Et lorsque Julia s'étonne d'être repoussée par Eusébio, c'est bien là aussi d'un désir sensuel dont il est question. Et quoi? Au moment où je me rends à tes prières, au moment où, attendrie par tes plaintes, bouleversée par tes larmes, je cède à ton désir et j'offense 2 fois le ciel, comme Dieu et comme époux? Tu t'arraches à mes bras, tu me dédaignes sans plus rien vouloir, tu me méprises sans m'avoir possédé? Mêmes interrogations de Julia un peu plus tard, même douleur face à ce qu'elle prend pour un rejet. Je reste seule dans la honte et l'égarement. Sont cela ingrats tes promesses? Est-ce là ton amour sans limite? N'est-ce pas plutôt ici que mon amour prend fin? Les menaces, la contrainte, les prières d'un amant, tu as tout mis en œuvre pour me soumettre à ton désir. J'ai commencé en évoquant l'attachement de Camus à l'Espagne et son goût très fort pour le théâtre baroque qu'il n'a cessé d'opposer au théâtre de son temps, qui avait, selon lui, perdu le sens de cette grandeur, que l'on retrouve chez Shakespeare ou chez les dramaturges justement du siècle d'or. Néanmoins, on le sait, Camus, qui n'était pas très doué pour les langues étrangères, on en a parlé tout à l'heure, n'avait qu'une connaissance succincte de la langue espagnole. Mais cela ne l'empêche pas de se lancer dans des traductions, et on sait qu'il accordait la primauté à la connaissance orale du texte.
Donc je ne reviendrai pas sur la méthode qu'il a utilisée pour traduire les pièces, on en a déjà parlé longuement ce matin. Mais j'insisterai seulement sur le fait qu'il recherchait pour son adaptation une unité de ton, de style et de rythme, sans toutefois annuler les contradictions de langage liées au genre même du mélodrame, à savoir un langage qui serait à la fois hiératique et familier, barbare et savant, mystérieux et clair, hautain et pitoyable. Or, on ne peut que remarquer que le désir est toujours évoqué avec le langage mystérieux, le langage haut et noble de la tragédie. Dans sa présentation des Justes pour la Comédie de l'Est en 1955, Camus écrit « Il me semble qu'il n'est pas de théâtre sans langage et sans style, ni d'œuvre dramatique valable qui, à l'exemple de notre théâtre classique et des tragiques grecs, ne mettent en jeu le destin humain tout entier dans ce qu'il a de plus simple et grand. Sans prétendre les égaler, ce sont là du moins les modèles qu'il faut se proposer. » Ainsi est-on amené à dire que par le désir, on accède à une certaine forme de grandeur. Grandeur poétique troublante lorsque Doña Inés évoque son désir de manière imagée, la nuit au cours de laquelle elle a attaché son ruban à la grille, afin que Don Alonso vienne le chercher. La vaporeuse aurore avait à peine posé son pied sur l'herbe d'avril et ravivé les émaux de ses fleurs que, la main sur le cœur pour calmer mon émoi, je courais déjà vers la grille. Et Don Alonso évoque son propre désir de manière tout aussi imagée, puisqu'au début de la deuxième journée, il explique à Tello, qui souhaiterait voir son maître plus prudent, « Mon amour ne connaît ni trêve ni relâche. Il brûle toujours et ne permet pas que la nature encourage un instant sa faiblesse. Non, mon cœur est sans loisir. Je sais maintenant, au contraire, que l'amour a la force sauvage du lion. Pour le domestiquer, pour venir à bout de mon cœur, il ne faut pas moins que cette fièvre incessante. C'est à peine si, loin d'Inès, je reprends souffle dans les eaux calmes de l'amour. Si je vivais près d'elle et que je puisse la voir toujours, mon âme serait une bête de feu. » Donc là encore, on a des comparaisons, on a ce style à la fois lyrique et enlevé qui confère une grandeur à la façon de dire le désir et de dire l'amour. Et l'état de siège est sans doute la pièce où la sensualité s'exprime le plus, où elle se montre débordante. Dès leur entrée en scène, la passion semble immédiatement prendre corps. Diego et Victoria s'aiment et cela s'exprime dans leur corps. Ils se montrent impatients, passionnés, incapables de passer quelques heures éloignés l'un de l'autre. Les métaphores du désir sont nombreuses, tant celui-ci est ardent et dévorant. Victoria sent monter en elle un galop lointain qui se rapproche, de plus en plus rapide et nombreux, jusqu'à la faire trembler tout entière. Puis au petit matin, alors que Diego est auprès d'elle, elle voit les chevaux noirs de l'amour, encore couverts de frissons, mais désormais tranquilles. Donc là, on a bien la montée du désir, la sensualité, et puis l'amour assouvi. Diego, de son côté, entend le piaffement doux de son sang. Si le désir est imagé, si leur langage paraît ainsi parfois fou aux autres, il est des allusions où la sensualité se montre plus directe encore, sans détour. Tout vibre chez les deux amoureux. Leur corps parle, vit, brûle. « Demain, tu embrasseras ma bouche. Je regarde la tienne et mes joues brûlent. » Et Victoria ne cesse de rappeler à Diego combien elle est vivante, combien elle a besoin de ses bras pour être heureuse. Pour elle, leur amour peut seul les sauver de la peste. « Enlève ce masque et serre-moi contre toi, et je serai sauvée de ce mal. » Et plus loin, mes jambes tremblent contre les tiennes. Embrasse-moi pour étouffer ce cri qui monte du profond de mon cœur, qui va sortir, qui sort. Et elle finit en un cri. Et lorsque Victoria dit craindre la mort de Diego, c'est à la perte de son corps qu'elle pense aussi. Si tu devais mourir, j'envierais jusqu'à la terre qui épouserait ton corps. Jusqu'à la fin du spectacle, Victoria affirmera sa volonté, sa vérité que l'amour est tout et qu'il passe par la sensualité, par l'acte d'amour, par le corps. Juste avant de mourir, Diego tient à lui redire son amour. « Je t'ai aimé de toute mon âme, lui dit-il. » Alors, dans un cri, Victoria lui répond « Mais ce n'était pas assez, oh non, ce n'était pas encore assez. Qu'avais-je à faire de ton âme seule ?» Mais tant chez Camus que chez Calderon, les désirs sont contrariés. Les êtres ne parviennent pas à atteindre sa satisfaction, car tout semble en effet s'y opposer. Revenons à la mise en scène de la Dévotion à la croix de juin 1953. Camus a trouvé le moyen d'illustrer scéniquement cette opposition. C'est la croix qui va incarner ce que l'on pourrait appeler l'étoile contraire des personnages. Elle possède en effet une double symbolique spatiale que la mise en scène imaginée par Albert Camus permettait de mettre parfaitement en évidence. En effet, une croix était omniprésente sur la scène du théâtre du château d'Angers,
une immense croix grise plantée au pied du chemin de ronde à droite. Elle est véritablement un personnage muet, elle est une incarnation scénique de l'opposition au désir des personnages. Ceci apparaît à plusieurs reprises. Ainsi, lors de leur ultime rencontre, Eusébio et Curcio cèdent dans un premier temps à leur instinct belliqueux. Ils s'opposent et ils vont se battre sans épée, et c'est un combat qu'Eusébio va désirer interrompre. Il a en effet le dessus, mais il lâche soudain Curcio et il recule à l'appel mystérieux de la voix du songe. Ces reculs sont liés à la croix, qui est à la fois le gage de la reconnaissance mutuelle des deux hommes, mais aussi et surtout un élément dramaturgique primordial. C'est au pied de la croix qu'aboutissait l'itinéraire des héros qui partaient du côté opposé, du côté gauche, qui, traditionnellement, représente le mal. On peut donc dire qu'il s'agissait là d'une perspective théâtrale horizontale. Mais il y avait également une perspective verticale, car la croix assurait également la communication entre trois plans superposés. Il y avait l'esplanade, les chemins de ronde et le donjon céleste. Ainsi, Jacques Carlier, dans l'article qu'il écrit au lendemain des représentations de juin 1953, précise que la croix est un personnage muet à la présence écrasante, obsessionnelle, une croix gigantesque plantée droite au pied des remparts. Symboliquement, c'est à ses pieds que viennent s'échouer les désirs d'Eusébio. Lors de sa chute finale, Camus insiste sur le rythme très lent de celle-ci. Eusébio roule tout le long de la pente sur la Seine, écrit-il. Ainsi, on peut dire que si les murs du cloître n'ont pu arrêter le désir d'Eusébio, qui les a franchis tout de même, c'est la croix qui va stopper sa chute, au sens propre comme au sens figuré. La fin du spectacle de Camus est réservée à l'apothéose de Julia, qui était incarnée, on le sait, par Maria Casares. Chez Calderon, elle s'engage auprès de son père à retourner dans son couvent pour y faire pénitence, pour expier ses péchés et sa perversion. Chez Camus, en revanche, sa promesse devient un serment mystique. « Aide-moi, et je jure à nouveau de vivre sous ton signe et de naître une seconde fois. » Et Julia disparaît en effet dans le ciel, grâce à la croix qui était plantée sur la tombe d'Eusébio. Je vais désormais pouvoir répondre à ma question initiale qui portait sur la fonction de la mise en scène du désir dans le théâtre de Camus. Je dirais que, plus que nous faire accéder à la grandeur de l'homme, elle nous permet d'atteindre son mystère insondable. Sa représentation chez Camus aurait finalement un caractère ontologique. L'homme est bien un être de désir, chez Camus aussi. Je conclurai alors en rappelant combien Camus aimait la sculpture, art qu'il plaçait parmi les plus hauts. On se souvient bien sûr de sa profonde amitié avec Louis Benisti, qui a sculpté la magnifique stèle à Tipaza, sur laquelle on peut lire un extrait de Noces à Tipaza. Je comprends ici, je le rappelle pour les non-camusiens, je comprends ici ce que l'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. Dans ses carnets, en 1943, alors qu'il vient de terminer Le Malentendu, Camus écrit au sujet de cet art « C'est le goût de la pierre qui m'attire peut-être tant vers la sculpture. Elle redonne à la forme humaine le poids et l'indifférence, sans lesquels je ne lui vois pas de grandeur. Certes, dans Le Malentendu, Martha, âme désirante, j'ose ici un néologisme, caractère vibrant de désir, aspire, une fois la tragédie consommée, à se faire pierre parmi les pierres, afin d'atteindre à cette indifférence du minéral. Son désir définitivement inatteignable, sa quête, n'ayant entraîné que la souffrance, c'est désormais la seule issue possible. Or, l'indifférence n'est-elle pas le sentiment le plus éloigné du désir? Et finalement, peut-être est-ce la tension entre son désir et sa satisfaction qui illustre la grandeur de l'homme. Le théâtre permettrait alors d'illustrer leur rencontre, mettant ainsi au jour le mystère de l'homme. Ainsi, je terminerai mon propos avec la phrase d'un sculpteur, Auguste Rodin, qui justement évoque ce vertige lié à l'art. Les belles œuvres, qui sont les plus hauts témoignages de l'intelligence et de la sincérité humaine, disent tout ce que l'on peut dire sur l'homme et sur le monde. Et puis, elles font comprendre qu'il y a autre chose qu'on ne peut connaître. Tout chef-d'œuvre a ce caractère mystérieux. On y trouve toujours un peu de vertige. Je vous remercie.